Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo, bien sûr, pour parler un peu de la science politique. De science politique en tant que discipline scientifique, de science politique en tant que filière étudiant, bien sûr, les phénomènes politiques. La science politique est une science qui étudie les phénomènes politiques, qui étudie ce qu'on appelle le pouvoir, qui étudie ce qu'on appelle l'État, parce qu'il y a diverses conceptions autour de cette filière. Alors, il y a beaucoup aussi de notions de politique qu'il faut comprendre, à savoir le politique, la politique, une politique ou les politiques publiques. Parce que tout étudiant en sciences politiques doit comprendre ces notions de politique qui existent. Bien sûr, en sciences politiques peut vous permettre d'avoir des notions de base, de compréhension qui vont vous servir, bien sûr, dans tout votre cursus universitaire. Le politique, tout simplement, n'est rien d'autre que le champ qui permet le vivre ensemble et la cohésion sociale. Le champ dans lequel les gens du pouvoir, la lutte pour l'exercice du pouvoir a lieu. Ce champ-là représente ce qu'on appelle le politique. Il y a ce qu'on appelle aussi la politique. La politique représente l'ensemble des activités, l'ensemble des interactions qui ont lieu entre les décideurs politiques. Les décideurs politiques, il peut y avoir les partis politiques, les mouvements politiques, les groupements politiques qui ont une part à prendre dans la chose politique et qu'ils réclament et qu'ils se battent pour ça. Cette interaction-là entre ces différents groupes ou bien entre ces différents partis représente ce qu'on appelle la politique. C'est pourquoi on dit que c'est l'ensemble des interactions entre les décideurs politiques. Et ce qu'on appelle aussi une politique, bien sûr, chacun d'entre nous a une philosophie à faire valoir, une politique idéologique, comme l'a fait Aristote dans sa création de la cité grecque, disant que la polie, c'est lui qui annonce ça pour la première fois le mot polie pour parler de cité. Selon lui, la politique est une meilleure organisation sociétale, bien sûr. Alors, mais il y a des amalgames, je dirais, autour de cette scientificité de la science politique. Pourquoi? Parce que d'autres disent que la science politique en tant que discipline littéraire, comment elle peut acquérir ce caractère scientifique. Bon, je vous dirais, à la différence des sciences expérimentales, comme les mathématiques qui obéissent à des chiffres et des nombres, les sciences physiques qui obéissent aux lois de la nature, et la biologie qui, bien sûr, étudie la vie et la terre, sciences de la vie et de la terre. À la différence de ces sciences expérimentales qui obéissent à des lois bien définies, c'est-à-dire la théorisation, l'expérimentation et l'élaboration des lois universelles. Mais ceci même est contesté. Pourquoi? Parce que Gaston Bachelard viendra vous dire que la science est un ensemble d'erreurs rectifiées, que les vérités d'aujourd'hui peuvent devenir des erreurs de demain. Et qu'il n'y a absolument pas de vérité absolue. Pourquoi? Parce que toutes les vérités sont remises en cause avec le temps, par l'avancée de la science. Donc, il y a une contestation même autour de cette objectivité de la science et de ce caractère apolitique de ces vérités, pour répondre bien sûr avec l'affirmation de Vladimir Grigoriev qui dit que si la science produit des vérités absolues, elle cessera d'être l'affaire des hommes pour ne désigner que celui de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est parfait. Il dit que l'être humain faillible, capable de se tromper, ne pourrait produire quelque chose qui est apolitique parce qu'il est régi d'imperfection. Donc, pour répondre un peu, je parle bien sûr aussi sur le sens de la compréhension de cette scientificité de la science politique, pour dire que quand même elle est une discipline littéraire, mais la scientificité de cette science politique se résume dans sa capacité aux politistes ou bien aux politologues à faire des analyses objectives ou bien objectifs des phénomènes.
C'est-à-dire quand le politique se met là à analyser objectivement, à se départir de sa subjectivité, mais en se focalisant seulement sur ce qu'on appelle l'objectivité. Creuser les choses, aller au plus profondeur des choses pour savoir l'essence même de ces choses-là, ou bien les motivations réelles de ces choses. Alors là, c'est ça l'objet véritable de ce que l'on appelle le politologue. Alors, ça vous amènera à comprendre avec les exemples des farm fattiers, des décryptages. Je donne l'exemple, bien sûr, de la Constitution de 2006 qui a été révisée par le président Sall, qui a suscité beaucoup de controverses quant à quelques lois qui, les gens les usaient un peu, qu'il voulait établir ce qu'on appelle l'homosexualité au Sénégal avec certaines lois. Mais ce qui a permis à ces gens de faire des plateaux sur ça, c'est quoi? C'est une scientificité de la chose que nous avons en commun, qui est la chose politique. Alors, cette maîtrise, cette fin en soi, cette soif d'aller au plus profondeur des choses, représente ce qu'on appelle l'objectivité. Et toutes les disciplines scientifiques ont en commun cette objectivité-là, parce que c'est le facteur primordial, c'est le principe d'enchambement de toute discipline scientifique. Alors, cette objectivité, je dis bien, elle est imprégnée dans l'essence même, bien sûr, du politologue, parce que tous ses travaux se résumeront sur ça pour produire quelque chose de véritablement meilleur. Je donne l'exemple, par exemple, dans des moments de référendum, le peuple est consulté directement parce qu'il y a plusieurs voix. Mais par exemple, dans des initiatives de révision constitutionnelle, le président qui dispose de cette initiative lui est conféré par l'article 103 de la Constitution sénégalaise, disant que l'initiative de révision constitutionnelle revient bien sûr au président de la République, que le Premier ministre peut lui faire une proposition de loi. Alors, si il y a une initiative de projet de loi et que la plupart de ces projets de loi, pour être beaucoup plus démocratique, le président choisit ce qu'on appelle la voie populaire. La voie populaire n'est rien d'autre que consulter directement le peuple par un référendum. Et l'inconvénient dans ça, c'est quoi? C'est de comprendre que le référendum, ceux qui sont consultés, c'est le peuple. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas initiées, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas instruites. Donc, il y a certains textes qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi l'œuvre du politologue là-bas est importante, parce que c'est pour faire comprendre à ces derniers que si vous votez, ce n'est pas oui ou non, mais il faudrait être sûr de ce que vous faites, parce que vous allez décider du sort du pays de vos semblables. Alors, le travail de l'analyste, c'est ça, c'est faire des analyses empiriques, des analyses politiques, des analyses conceptuelles des choses. Vous voyez, c'est ça l'objet même du politologue. Alors, je vais sortir un peu de cette dimension scientifique de la science politique pour expliquer un peu l'histoire constitutionnelle du Sénégal. Tout d'abord, nous sommes tous conscients que l'histoire constitutionnelle du Sénégal date de la première révision constitutionnelle de 1958 par le président Senghor, qui s'est fait bien sûr sur la base de la confiscation du pouvoir qui était là, parce qu'il y avait avant un régime parlementaire. Mais avec l'arrestation de Mamadou Dia par la motion de censure qui a été votée contre lui, donc il a été arrêté, condamné en prison. Donc Senghor a profité de cette situation pour faire une confiscation du pouvoir en changeant le régime parlementaire en un régime présidentiel où il est le seul et unique souverain disposant de tous les pouvoirs d'agissement sur le peuple. Donc face à ça, il y a ce qu'on appelle la Constitution de 1963, mais qui s'implique dans la même conjoncture que celui de 1958, bien sûr, parce que le régime en place est le régime d'Abdou Diouf, et qui connaît Abdou Diouf, c'est qu'il était très rattaché, bien sûr, à Senghor, qui lui avait légué ces 2 années qu'il ne pouvait plus continuer. Et Abdou Diouf avait subi l'intérim avant d'être légitimement président par le peuple sénégalais. Donc, la révision constitutionnelle de 63, on n'en dira pas beaucoup parce que c'est le même principe que celui de 58. Et aussi, nous allons parler bien sûr du fameux révision constitutionnelle de 2001 par le président Wade,
le révérend, l'incontestable, l'incontournable, l'homme d'État emblématique du Sénégal, et qui a dit quoi? Qui a jugé que la démocratie sénégalaise était un peu trop faible et qu'il faudrait conférer, qu'il faudrait donner plus de démocratie au peuple sénégalais. Donc il va renforcer la démocratie de ces gens-là, la liberté d'ajustement, la liberté d'expression. Tous ont été renforcés par la révision de 2001. Et même la fameuse loi du moins de la parité, l'égalité entre l'homme et la femme dans les instances d'occupation des postes les plus élevés. Vous voyez, même dans les instances de décision, pour montrer que la place de la femme, traditionnellement, qui le confère le foyer, n'est pas seulement ce foyer, mais que la femme peut s'activer dans d'autres domaines différents que le foyer. Voilà. Avec la révision de 2016, c'est bien sûr la 4e régime qui marque le début de la 4e régime parce que c'est la révision majeure au Sénégal. C'est aussi dans le même sillage, mais ce qui a amené plus de controverses, c'est que nous parlions beaucoup de cette homosexualité, mais qu'au final, le gouvernement n'a pas indiqué dans le texte l'homosexualité parce que ça va à l'encontre de la moralité du peuple sénégalais. Et qu'un peuple qui se dit à 95% musulman ne saurait voir une telle chose se produire, quelles que soient les fins qu'ils en tirent. En aucun cas, l'homosexualité ne verra pas le jour au Sénégal, bien sûr. Alors, chers amis, l'analyse a été faite autour de ces choses-là, comprendre le système politique, comprendre le régime politique. Il y avait ce qu'on appelle, dans le régime de Wade aussi, Wade avait dit qu'il faut faire revenir ce qu'on appelle le régime parlementaire, c'est-à-dire le dualisme qui existait dans le régime parlementaire. Il y a ce qu'on appelle l'exécutif bicéphale. Le pouvoir est bicéphale, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir est concentré entre les mains de 2 personnes, le président d'un côté et le président de l'Assemblée d'un côté. Mais avec le régime présidentiel de Senghor, l'exécutif est devenu monocéphale, le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne, qui est le président. Mais depuis que Wade est venu, il a dit que non, je vais faire une autre régime, c'est-à-dire le régime mixte, un régime semi-présidentiel et un régime semi-parlementaire. Mais même si le maître Wade avait les convictions fortes de pouvoir faire revenir ça, mais que dans les faits, nous assistions à ce qu'on appelle un régime présidentiel, parce que la gouvernance, le règne, le pouvoir, c'est quelque chose qui est trop fort. Quelles que soient nos intentions, une fois au pouvoir, ça peut changer. Voilà, l'histoire constitutionnelle du Sénégal est là, l'histoire politique du Sénégal est là. Il y a aussi ce que l'on appelle, bien sûr, les facteurs qui ont conduit à ce système, bien sûr, avec l'avènement, avec la Constitution de 1958, qui était aussi prolongée dans la conjoncture de la politique de Gaulle, bien sûr, avec son fameux référendum du oui ou du non, qui n'était pas mitigé, trop mitigé, bien sûr. Ouais. Maintenant, un système politique, pour vous dire vrai, c'est un système politique pour que vous compreniez ce que ça dit, c'est quoi? C'est que c'est l'ensemble des méthodes, un ensemble de méthodes de démarche que le gouvernement ou bien qu'un pays mette en place pour définir son type de politique. Dans un système politique, on a ce qu'on appelle le régime politique, on a ce qu'on appelle la situation économique est prise en compte, la situation culturelle, l'aspect politique, tous sont inclus dans ce qu'on appelle le système politique. Le système englobe tout ce qui se passe autour, bien sûr, du pays et tous les ajustements, toutes les interactions, tout ce qui se passe culturellement et dans différents domaines sont inclus dans ce qu'on appelle le système politique. C'est pourquoi on dit que le système, il est inclus dedans le régime politique qui représente bien sûr l'organisation du pouvoir politique, la structure économique et l'aspect socio-culturel et tout ça sont tous inclus dans le système politique. Et le régime politique n'est rien d'autre que l'organisation politique du pouvoir qui est en place. Alors, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui et bientôt nous allons vous parler un peu de l'actualité, Inch'Allah, parce qu'il y a plus de choses qu'on aurait à dire et que d'ici là, je vous dis bye bye et merci beaucoup.